Bonjour à tous, bienvenue pour une session replay de la matinale que nous avons organisée sur les clés pour améliorer le taux de réponse de vos enquêtes de satisfaction. Donc aujourd'hui, nous retrouvons Frédéric Canvet, qui est notre partenaire chez Eloquent, avec lequel nous travaillons sur la partie voix du client avec des solutions d'enquête, de baromètre en ligne. Et puis Christophe Bougreau, qui est dirigeant de la société Maison du Client. Donc je vais vous laisser la parole pour vous présenter et ensuite pouvoir animer cette conférence sur cette thématique autour des taux de réponse des enquêtes de satisfaction. Merci Pauline. Donc oui, rapidement, Maison du Client, donc depuis 17 ans, nous accompagnons les entreprises dans leur stratégie client avec la volonté à la fois d'améliorer la connaissance client via des dispositifs d'écoute, via l'exploitation de ces enquêtes pour permettre d'aider à la prise de décision. Et puis, le troisième axe, une fois qu'on a bien compris qui étaient nos clients, mettre en place des processus d'interaction omnicanaux avec ses clients pour entretenir la relation. Donc voilà, 17 ans dédiés à la stratégie client. Frédéric, à toi. Oui, alors donc Eloquent, on est partenaire technologique avec la maison du client et vous écoute. Donc en fait, on fournit des solutions de deux types, des solutions de type centre de contact, que ce soit la gestion des interactions, voix, téléphone, etc. On va jusqu'au self-care avec du callbot, du chatbot, avec tout bien sûr un pilotage complet. Cet outil-là est intégré et orchestré avec un outil qui permet en fait de mettre en place des enquêtes clients et collaborateurs que vous utilisez de très belle façon. Bien sûr, avec ça, on va pouvoir faire de l'analyse du reporting avec des outils d'intelligence artificielle, analyse sémantique, qui permettent d'aller trouver l'aiguille dans la botte de foin lorsqu'on cherche en fait à rechercher une information très précise. Et bien entendu, tout cela est intégré à des solutions de type CRM, ERP ou avis client. Merci pour vos deux présentations. On va peut-être commencer par le pourquoi. Pourquoi cette thématique? Pourquoi ce sujet-là? Pourquoi est-ce que le taux de réponse aux enquêtes de satisfaction devient un sujet? Je pense qu'il y a pas mal de personnes parmi nous qui recevons pléthore d'enquêtes par mail, par SMS, tout au long d'un parcours d'achat. Et finalement, aujourd'hui, est-ce que ça ne devient pas un sujet pour les consommateurs et du coup pour les entreprises qui sollicitent? C'est bien de recevoir des enquêtes de satisfaction, c'est bien du coup de solliciter ses clients. Néanmoins, comment est-ce qu'on fait pour aller récolter plus d'avis ou en tout cas continuer à en recevoir des avis, puisque c'est ça qui permet aussi de faire grandir l'entreprise. Mais en face, on se rend compte que les clients, les consommateurs sont de moins en moins réceptifs et répondent de moins en moins aux enquêtes. Donc peut-être que c'est un sujet aujourd'hui. C'est effectivement un sujet. Et donc là, en fait, on a voulu effectivement ce webinaire revenir sur des fondamentaux parce que, comme le rappelle Pauline, donc qu'on soit en B2B ou en B2C, on est très très sollicité par des enquêtes. L'idée, c'est effectivement de comprendre l'intérêt pour une entreprise de bien exploiter ce dispositif d'écoute. L'enjeu, c'est de collecter des informations, donc que ce soit des informations de la part des clients ou des collaborateurs, pour en fait pour être en capacité de comprendre les attentes et les besoins, au-delà de simplement recueillir une note. Un dispositif d'enquête, c'est avant tout être en capacité de capter des signaux parfois faibles, qui vont être utiles pour aller plus loin, pour améliorer la satisfaction, améliorer ce qu'on appelle la rétention au client, par une plus grande efficacité de la relation. Et puis, et puis le vrai enjeu, c'est d'entretenir cette relation dans le temps, parce que, à l'image de ce que disait Fred Richter, le papa du NPS, c'est que l'effet loyauté est un effet qui est très bénéfique pour la rentabilité de l'entreprise, comme l'indique le tableau que vous avez à l'écran. À horizon de 10 ans, on a des augmentations x2 de la rentabilité par des économies d'échelle, par des effets de bouche à oreille, etc. Donc derrière ce taux de retour de l'enquête, qui peut paraître un peu basique, il y a des gros enjeux
industriels et des gros enjeux de rentabilité. Pour donner un peu de chiffres, justement, on a pu aller identifier quelques statistiques, quelques chiffres clés sur notamment les taux d'ouverture d'email, puisque ça fait partie aussi ça marche. À partir du moment où il y a un bon taux d'ouverture d'email, on fait l'hypothèse que derrière, on aura forcément un meilleur taux aussi de réponse, puisqu'il y aura plus de consommateurs, de patients, de clients qui seront desservis. Et donc, ça peut donner aussi des pistes aux personnes qui nous regardent pour le moment sur le replay, sur qu'est-ce que ça donne en B2B, B2C ou en B2P, qui est le business to prescripteur, ou encore les sollicitations internes. Et de la même manière, sur ce même tableau, vous retrouvez également les taux d'ouverture email moyens qu'on nous, on a pu détecter en interne avec tous les clients qu'on peut gérer avec Maison du Client. Et donc, on peut constater des différences en termes de taux d'ouverture d'email en fonction de la typologie de sollicitation. Si ce sont des enquêtes sur les besoins de recrutement, si ce sont des enquêtes de satisfaction client, des attentes par rapport à Outline. Donc ça vous donne déjà quelques pistes aussi pour pouvoir peut-être jauger la qualité du taux d'ouverture d'email et de fait le contenu et la forme de votre email. On n'oublie pas les bonnes pratiques aussi sur les emails, éviter le blacklistage, éviter certains mots-clés ou en tout cas mettre en avant peut-être certains sujets, plus de contenu, un peu moins d'images, enfin trouver les bons ratios. Tout ça, vous êtes déjà, j'imagine, très au fait. Et ensuite, pour vous donner aussi des clés de lecture sur la partie taux de réponse, taux de participation, on peut constater également, donc nous, dans notre expérience et notre expertise avec nos clients, différents taux de réponse en fonction des sollicitations qui sont faites, mais surtout par rapport aux moyens de communication qui sont utilisés. On peut donc remarquer sur ce sujet-là que, par exemple, sur les enquêtes en besoin de recrutement, quand on est juste sur de l'email, on va être autour de 14%. Les sollicitations par email, en général, elles vont pas au-dessus de 17%. Et dès qu'on commence à cranter avec un autre outil de communication, avec du SMS, on commence à atteindre la barre des 18%. On dépasse les 22% dès qu'on ajoute un autre élément qui va être peut-être sur un autre canal, mais surtout, il y a un canal qui correspond à la cible, c'est-à-dire que c'est un canal sur lequel la cible de consommateurs, de clients, de prescripteurs sont plutôt réceptifs. Et ainsi de suite, on va cranter et avec tous les outils, les moyens supplémentaires qui permettent à la fois de solliciter le client, mais aussi de lui faire de la relance sur différents outils qu'il utilise, et grâce à ça, on va pouvoir augmenter le taux de réponse. C'est quelque chose qui est visible sur la partie thématique de la sollicitation, mais également par rapport à la cible qui est sollicitée, que ce soit en B2C, B2B, B2P ou en interne. Il y a un élément qui est clé. Pardon, Christophe? Non, juste, Pauline, ces chiffres-là, quand même, un petit coup de chapeau à l'équipe de Maison du Client vous écoute, qui a fait une synthèse des enquêtes réalisées depuis 2007. Donc, il y a plus de 1500 enquêtes, toutes sortes, qui ont été faites. Et donc, que ce soit Florian, Elsa et Pauline, vous avez fait un super travail de synthèse qui permet d'avoir des chiffres moyens, en sachant qu'effectivement, derrière, on a parfois battu des records très intéressants en mettant en pratique justement toute l'expertise que l'équipe a pu acquérir. Donc, prenez ces informations à titre de crantage, en sachant que c'est des niveaux moyens. Et je complète avec des éléments que nous mettons en place avec nos clients sur de l'incentive. On sait bien aujourd'hui que la sollicitation auprès des clients, il y en a beaucoup, il y en a parfois trop. Pour des entreprises qui font de la sollicitation en masse, on peut finir par noyer le consommateur ou le client final. Et du coup, il faut trouver des solutions au-delà de travailler sur la sollicitation au bon moment, auprès des bonnes personnes et au bon endroit, donc avec les bons outils de communication et les bons moyens. Il y a également des éléments qui vont me permettre d'aller cranter en termes de taux de réponse. Et donc, on peut mettre en place de l'incentive, c'est-à-dire qu'on va accompagner le client, on va l'aider à trouver une petite récompense à sa réponse. Il donne de son temps. Et on considère aussi qu'en face, l'entreprise, c'est un cadeau que le client lui fait et donc on peut le remercier, ce client-là. Et en mettant en place l'incentive, alors on peut avoir différents moyens d'action. Il peut y avoir des bons d'achat offerts, ça peut être un temps de conseil supplémentaire qui est offert aussi par l'entreprise, ça peut être une réduction, ça peut être, il peut y avoir plein de moyens et ça, on le définit ensemble avec le client en fonction de la cible, en fonction de la sensibilité de la cible et on peut arriver jusqu'à plus de 26% de taux de réponse
réponse supplémentaire grâce à l'incentive. Donc, ce sont des choses comme ça qui sont intéressantes à travailler. Il ne faut pas que le client réponde juste pour avoir un cadeau, puisque ça peut truquer aussi derrière les réponses. L'objectif, c'est d'avoir quand même une réponse qui soit très subjective pour le coup de la part du client et que ce soit fait pour fournir un maximum d'informations concrètes et utilisables derrière par l'entreprise. Un point pour compléter, Pauline. Donc là, l'incentive, on voit la vision côté répondant. Il faut bien intégrer, et ça fait partie du discours qu'on a avec nos donneurs d'ordre, c'est dans la mesure où le client qui participe va nous donner de l'information, donc cette information, elle a une valeur. Et donc, c'est d'autant plus précieux de la recueillir. Et comme on va l'utiliser, on va créer de la valeur, donc c'est légitime aussi qu'il y ait une, entre guillemets, une compensation vis-à-vis du répondant. Alors, une fois qu'on a fait ce pourquoi, je pense qu'on peut passer sur le comment. L'idée, c'est de trouver les petites choses, les bonnes pratiques, mais aussi les tips supplémentaires qu'on peut conseiller aux personnes qui nous regardent sur ce replay pour tout de suite, dès la fin de cette vidéo, pouvoir mettre en pratique, faire les premiers petits pas et ainsi pouvoir peut-être transformer certains éléments des enquêtes de satisfaction qui sont réalisées pour augmenter le taux de réponse. Oui, donc là aussi, on n'a pas voulu enfoncer les portes ouvertes. Donc vous allez voir, on passe en revue les grandes pratiques, les grandes bonnes pratiques de la gestion de ces campagnes. Et je me permettrai d'insister que sur des points très spécifiques. Bien évidemment, vous avez accès à l'exhaustivité de nos recommandations. Donc Pauline, si tu veux bien commencer avec la première bonne pratique. Voilà, donc effectivement, des choses très très pratico-pratiques, mais trop souvent on constate des échecs, en tout cas des insatisfactions liées à la mauvaise qualité du fichier. Donc voilà, premier bon conseil, acceptez de consacrer du temps à vérifier la qualité de votre fichier avant même d'envisager les expéditions. Et puis, à côté de ça, il y a des règles techniques à respecter. Et là, vos fournisseurs habituels sont en capacité de le faire. Assurez-vous quand même qu'ils respectent les grandes règles techniques. Ensuite, on va avoir donc un premier enjeu qui va être le taux d'ouverture. Donc, on considère que d'un point de vue technologique, l'email est bien arrivé donc chez votre interlocuteur. Encore faut-il que maintenant il accepte de l'ouvrir et on l'a dit en introduction, il est très très sollicité. Donc, je passe très rapidement sur des éléments très basiques pour nous concentrer vraiment sur l'utilité. C'est votre interlocuteur, il doit être sensibilisé à la pertinence et à l'utilisation des informations qu'il va vous mettre à disposition. Il doit trouver du sens à sa participation. À vous de trouver les mots qui vont faire que dans l'objet même du mail, il va considérer qu'il a un rôle, qu'il a une mission à remplir dans le cadre de cette opération. Et puis, effectivement, un élément important, ça va être de lui dire qu'il aura la possibilité de recevoir des éléments en remerciement de sa participation. Et un élément de remerciement, ça peut être effectivement, par exemple, une infographie avec les résultats partagés. En troisième bonne pratique, effectivement, il va y avoir la pertinence du message et de la cible. Et effectivement, l'enjeu, c'est que la personne, comme je le disais précédemment, se sente vraiment concernée. Et donc, en étant concernée, elle va pouvoir s'impliquer dans la réponse. Et un grand enjeu actuellement, c'est d'exploiter les questions ouvertes. Donc pendant très longtemps, c'était des aspects difficiles et donc on privilégiait les questions fermées. Aujourd'hui, vraiment, grâce notamment à l'exploitation des datasets, on est en capacité de mixer questions fermées et questions ouvertes et ça va enrichir les retours. Et puis,
proposer systématiquement à la personne de pouvoir interagir via un bouton de call to action si nécessaire. Et puis, là encore, penser à remercier les participants en leur disant que leurs réponses vont être utiles, que c'est pas simplement pour faire beau sur un slide de taux de réponse. J'en profite sur cette slide-là pour solliciter Frédéric, parce que c'est quand même votre cœur de métier chez Eloquent, cette sollicitation auprès des clients, que ce soit des consommateurs, des partenaires, des prescripteurs. Et justement, par rapport aux questions fermées et questions ouvertes, qu'est-ce qu'il y a comme solution aujourd'hui technique pour analyser? Parce que c'est vrai que c'est toujours plus facile de solliciter avec des questions fermées, c'est plus facile à traiter, c'est plus facile à analyser. Quand on a des questions ouvertes, ça fait pléthore de commentaires, pléthore de sujets à analyser pour voir si c'est du positif, du négatif, comment est-ce qu'on le mixe. Est-ce que chez Eloquent, c'est des solutions qui sont gérées aujourd'hui? Ouais, alors moi je dirais qu'il y a une bonne pratique que l'on voit de plus en plus aussi arriver, c'est en fait directement dans le message pouvoir cliquer pour donner la note. En fait, il y a une note pour la satisfaction, généralement de 5 étoiles pour que la personne puisse choisir en fait sa modalité. Et donc en fait en cliquant dessus, hop, ça pré-remplit. Ce qui permet d'améliorer en fait l'ouverture parce qu'autrement, quand il y a un bouton qui était je réponds à l'enquête de satisfaction, les gens étaient un petit peu moins enclins. Là, directement dans le bouton, au moins on s'assure qu'ils répondent. Après, s'il n'y a pas tout le verbatim, c'est pas très grave, mais au moins on a eu cette première note. Donc là, c'est la première chose, c'est le fameux call to action dont tu parlais, Christophe, qui soit beaucoup plus ludique et beaucoup plus facile. Ensuite, pour l'analyse des réponses, bien entendu, les solutions d'analyse sémantique maintenant sont rendues extrêmement faciles à utiliser. Et donc, en fait, on va pouvoir prendre toutes ces verbatims, même si c'est des verbatims qui vont être assez courts, et on va pouvoir aussi distinguer le sens intérieur. Par exemple, la personne peut dire j'ai été très satisfait de mon séjour à l'hôtel. Cependant, l'entrée du parking était vraiment pas agréable et la personne au petit déjeuner me disait nous a même pas proposé telle option. Et donc on est capable d'aller identifier qu'il y a une côté positif, ok, il y a quelque chose qui était bien sur l'hôtel et d'autres choses après qui étaient négatives. Et ça en fait, ça va permettre d'analyser en fait ces informations de manière globale. Et ça a une véritable valeur. Donc comme tu as dit Christophe, pour aller identifier des choses améliorées, aller pouvoir comparer par exemple la moyenne nationale par rapport à différents filiales, régions, agences, hôtels, etc., etc., et voir en fait un petit peu quelles sont les performances, voir un petit peu s'il y a des bonnes pratiques qui se matérialisent, si au contraire il y a des personnes qui méritent d'être coachées. Et le fait de pouvoir avoir cette comparaison m'a permis un peu de titiller les gens et de leur dire ouais, regarde ce que font les autres, ils ont tel taux de réponse, tel truc. Alors bien entendu, dans ces cas-là, il faut toujours faire attention à la représentativité. Je sais que pour vous c'est quelque chose qui est très fort. Hein. Des fois, on avait eu des personnes qui disaient ouais, j'ai un super taux de NPS ou de satisfaction, mais avec 10, 15, 20 réponses, forcément, ça n'a pas forcément beaucoup de sens. Mais c'est important d'expliquer tout ça et de dire à toutes les personnes, regardez ce qu'on va en faire. Donc l'analyse sémantique essentielle qui permet également de dégager des idées business. Par exemple, on a eu comme ça un client dans le domaine du transport qui avait remarqué qu'il y avait des gens qui étaient extrêmement satisfaits avec en fait le fait que le chauffeur faisait une montée à l'étage du colis, c'est-à-dire que c'était pas prévu initialement dans le contrat, mais en fait il prenait le colis, il les montait à l'étage, et en fait tout simplement ça leur a permis de transformer cela en une prestation. Désormais en fait ils se disent bah voilà, il y a une option qui est prise par le client final, à ce transporteur-là qui dit bah, ok, je vais maintenant faire payer, enfin je vais offrir à mes clients, bien sûr c'est une prestation payante, cette montée à l'étage. On a également aussi découvert comme ça des bonnes pratiques. Je parlais de l'aiguille dans la botte de foin, mais c'est des bonnes pratiques que l'on voit assez peu, mais qui pourtant font une très grosse satisfaction. Et ça, toujours dans ce cas de ce transporteur, c'était la personne qui avait nettoyé un petit peu, qui avait ou alors fait de la vérification de colis, vérifié que tout s'était pas placé, ils avaient ouvert le colis, regardé tout est bon, etc. Et tout cela en fait, ça permet, comme tu l'as dit, de généraliser ces bonnes pratiques à l'ensemble des personnes et donc d'améliorer l'expérience client globale et apporter plus de valeur. Super. Merci Frédéric. On passe au quatrième point, Christophe? Bah justement, c'était une transition de la part de Frédéric. Et effectivement, j'aime bien prendre un peu le contre-pied du sujet du taux de réponse. Parce qu'on est focalisé sur le nombre de réponses, et c'est tout à fait légitime. Mais il y a un autre aspect qu'il faut prendre en compte, c'est que quel que soit le nombre de réponses, on doit se poser la question de l'exploitation statistique des retours. Et donc ça, il y a quand même
sans faire un cours de statistique, il y a quand même 2-3 points à évoquer. Premièrement, il y a aucun lien entre la taille d'une population et un effectif des répondants. C'est-à-dire que souvent on nous dit j'ai une population de tant d'individus, combien de personnes je dois interroger. Peu importe le lien entre la population totale et le nombre de répondants, ce qui est intéressant, c'est de respecter deux choses. Premièrement, c'est s'assurer qu'on va avoir un effectif minimal de répondants, donc dans la strate la plus petite. Et ce qu'il faut avoir en tête, effectivement, c'est un effectif de l'ordre de 30 personnes dans la strate la plus petite, de façon à avoir notamment un lien avec le respect de la loi normale. La loi normale, c'est un petit peu le schéma que vous avez en dessous de la slide. Ça va être la fameuse courbe de Gauss et pouvoir regarder un petit peu comment la réponse moyenne se répartit. Et donc, dans l'absolu, si on respecte cette loi normale, à partir de l'effectif de répondants, on va savoir quel est l'intervalle de confiance autour d'une note moyenne. Donc, l'enjeu principal, ça va être de bien comprendre quel est l'effectif minimal, et puis de calculer via les abacs classiques de la stat quel va être l'intervalle de confiance. Donc généralement pour un risque à 5%, on voit sur le tableau que pour une note par exemple de 50% de moyenne, si on a un effectif de 300 par exemple, la note moyenne va être entre 45 et 55. Si l'effectif va plutôt vers 1500, on sera sur un écart beaucoup plus faible, et donc ça sera un niveau de confiance plus important. Je ne vais pas faire un cours de statistique ici, mais retenez qu'il y a un effectif minimal autour de 30, et puis qu'il y a un niveau de risque qu'on accepte qui va permettre de déterminer un intervalle de confiance. Ce qui est important aussi peut-être pour les personnes qui nous regardent dans cette vidéo, c'est de se dire que c'est une bonne chose d'aller chercher toujours plus de réponses et de répondants, d'aller chercher un maximum dans le taux de réponse. Néanmoins, ce qui est la priorité, c'est surtout d'aller regarder quelle cible on veut aller toucher, qu'est-ce qu'on veut avoir comme réponse et comme répondant in fine, et d'atteindre ce seuil minimal de 30 pour se dire à partir du moment où sur la totalité de mes répondants, j'ai au moins ce cœur de cible de 30 personnes, 30 répondants qui est atteint, alors je peux me dire que je suis en capacité d'analyser les éléments et d'en tirer des conclusions avec un certain intervalle de confiance effectivement à respecter. 5e point, Christophe? Ouais, tout à fait. Pardon, Frédéric. Ça, c'est mais oui, je peux aussi parler du 4, mais c'est vrai que le point 4, c'est vrai que cet aspect intervalle est important. C'est pour ça que parfois, nous, comme vous, on recommande plutôt de faire de l'enquête en continu, par exemple d'interroger un tiers de la base ou un quart de la base tous les 3 mois, par exemple. Et ce qui permet en fait comme ça d'avoir son minimum, comme tu disais, Christophe, et pouvoir voir les variations. Parce que, par exemple, dans le NPS, ça a un intérêt, surtout de pouvoir mesurer dans la durée et savoir si les actions mises en place ont bien fait des progrès et si les facteurs clés d'insatisfaction qui ont été détectés dans l'analyse sémantique ou dans l'analyse manuelle des résultats donnent vraiment des résultats concrets au fil du temps. Donc, excuse-moi, Frédéric, je me permets de rebondir parce que c'est effectivement là où c'est très intéressant de suivre l'intervalle de confiance quand on est dans une approche barométrique, puisque on pourrait croire que en passant d'un NPS de 27 à 25, c'est une catastrophe. En fait, via l'analyse par intervalle de confiance, on saura si on est toujours dans le même intervalle, auquel cas il faut pas paniquer, ou si effectivement on a changé de dimension, auquel cas il y a des choses à faire. Donc je vois pour l'aspect négatif, mais on peut aussi voir ça pour l'aspect positif. On a réussi à faire bouger significativement le NPS, donc bravo, notre action a réussi. Ah, exactement, parce que autrement, c'est comme on disait, s'il n'y a pas suffisamment de volume, les gens peuvent dire ouais, c'est super, j'ai bien réussi ce trimestre, et puis le trimestre d'après, bam, ça s'effondre. Il faut comprendre le pourquoi. Alors après, oui, c'est vrai qu'on voulait parler aussi du canal, et c'est vrai que le choix du bon canal de communication pour les enquêtes de satisfaction n'est pas anodin. Et là, en fait, je voulais vous parler d'un cas d'un de nos clients.
Donc c'était la société Alliance. Donc vous avez ici la vidéo qu'on a tournée, je crois que c'était il y a 1 an, 2 ans à peu près. Donc avec un de nos clients, vous verrez le lien sur YouTube. Et donc en fait Alliance faisait en fait des enquêtes de satisfaction post-dépannage ou post-service de prestation. Je crois qu'il y avait aussi du nettoyage. Et donc en fait c'était pour mesurer la satisfaction post-prestation et justifier en fait la qualité de service auprès des donneurs d'ordre, qui étaient souvent des marques du domaine automobile ou des assureurs, etc. Et le but en fait pour eux c'était de mesurer cette satisfaction, sauf qu'en fait les gens ils n'avaient pas d'abord les coordonnées email, et puis bien sûr c'est bien plus intéressant d'avoir une réaction soit à chaud via l'ESS, donc si les gens sont en panne ou si quelqu'un qui a fait une prestation, c'est le téléphone qui est l'élément clé. L'email il est reçu, il est lu un peu plus tard. Là vraiment on peut avoir directement à chaud ou à tiède. À tiède c'est quand en fait on se laisse un petit peu de temps. Par exemple on a fait une réparation dans un garage, la voiture a été livrée, mais sauf qu'en fait la voiture peut retomber en panne 2, 3, 4, 5 jours plus tard, et je pense que ça vous est déjà arrivé. Donc il vaut mieux dans ces cas-là avoir une satisfaction à tiède pour vraiment mesurer la qualité. Et c'est vrai que comme ça on arrive à analyser des petites choses comme par exemple offrir un café. Le simple fait d'offrir un café ou de dire attendez, laissez la voiture, on revient à telle date, etc., etc. Il y a des petites comme ça, des petites choses qui permettent d'améliorer l'expérience client, qui semblent vraiment anodines, mais quelque part le fameux café qui est offert fait véritablement la différence. Donc là, le but c'était pas d'analyser ça, mais ça aurait pu être un élément clé qui fait ah tiens il y a quelque chose qui fait la différence, c'est le fameux café qui est offert, et donc en fait il faut généraliser dans l'ensemble des concessions automobiles ou dans les garages, etc. Mais donc là pour eux ce qu'ils voulaient c'est avoir le bon canal avec le bon message, et donc là à chaud à tiède. Et au début en fait ils ont utilisé une première solution qui est ce qu'on appelle le SES ping-pong. Le SES ping-pong c'est très simple, c'est que on envoie un message et on dit est-ce que vous avez été satisfait de la prestation du garagiste par exemple. Là bien sûr hop la personne répond par ça oui c'est bon, et après donc on lui envoie un autre message, mais est-ce que vous avez des commentaires à faire sur par exemple la prestation, est-ce que tout s'est bien passé. La personne saisit en fait sur son téléphone ses coordonnées, hop ça renvoie. C'était la première solution qui a été adoptée parce que ça c'est 100% SMS. Le problème en fait c'est que il n'y avait pas toute cette richesse de pouvoir poser des questions un peu plus complètes, d'afficher aussi. Là, c'était une question d'avoir de la marque blanche, c'est-à-dire que Allianz travaillait avec différentes marques d'automobiles, d'assureurs, etc., etc. Et donc, ils voulaient quand même que l'enquête soit personnalisée pour que la personne se dise mais qui est-ce qui m'écrit en fait. Et là, en fait, ça permettait donc d'aller personnaliser avec un formulaire, avec une enquête, avec ce SMS web. Le SMS web, en fait, c'est vous recevez un SMS, et là, en fait, de manière classique, on vous dit, est-ce que vous pourriez répondre à quelques questions pour mesurer votre satisfaction, ou votre avis nous intéresse, ou votre avis compte beaucoup pour nous, et voilà, nous aimerions avoir votre avis sur comment s'est passée votre visite au garage de machin. Tout ça, en fait, on passe comme disait Christophe au départ, d'une question qui est très générique à quelque chose qui est beaucoup plus impliquant. Votre avis compte beaucoup pour nous, vous avez visité le garage machin, là tout de suite la personne dit ah oui c'est quelque chose qui me compte, alors que si on est sur une demande, enfin une question qui est très très générique et qui engage peu, on aura moins de taux de réponse. Donc là en fait on clique sur le lien, on arrive sur l'enquête de satisfaction qui est optimisée pour le mobile, et à ce moment-là la personne en fait elle répond. Alors bien entendu là il y avait beaucoup de volume avec de la marque blanche, 25 points d'enquête, des enquêtes par marque, parce qu'en fait ils voulaient vraiment analyser les métadonnées pour savoir si c'était des différences selon la marque, selon le type de sinistre, selon le moment, selon le prestataire, et ça c'est essentiel parce que quand on passe par des prestataires locaux, il faut savoir s'ils ont une bonne qualité de service. Donc là, ça permettait d'avoir vraiment une vision complète, donner accès à ces différentes marques, dire regardez, vous nous faites confiance pour déléguer ce service, voici la qualité qui est mesurée, voici ce qu'on a fait, voici ce que disent les clients en positif ou en négatif. Ce qui est intéressant, c'est que on rejoint tout à fait les chiffres que Christophe avait annoncé au départ sur les taux de retour, puisqu'en B2C, l'email avait un taux de retour entre 12 et 18%, taux de retour assez classique, tandis qu'on arrivait à un 22-30% pour le SES Web, sachant qu'aussi que c'était des enquêtes très impliquantes, comme tu as dit très justement Christophe. Si on vous demande comment s'est passé votre avis en boutique de téléphonie, ce ne sera pas la même chose que si on demande votre avis sur un dépannage sur l'autoroute, quand ça s'est bien ou moins bien passé. Voilà. Donc ça permettait aussi d'avoir des réponses un peu plus riches. Le SMS ping-pong, on se rendait compte en fait que les gens étaient quand même assez succincts.
sur les saisies, tandis qu'en fait, dans l'enquête web, ils retrouvent un peu leurs réflexes d'une enquête de satisfaction. Ils sont quand même capables de rentrer pas mal de choses. Alors même si on est quand même assez loin de l'enquête email où les gens sont devant leur ordinateur le plus souvent et ils répondent, ils prennent un petit peu plus de temps. Néanmoins, c'était quand même très très exploitable en prenant en compte bien sûr tout ce qui est aspect erreur de syntaxe et réduction en fait des phrases. Mais là encore, l'analyse sémantique est quand même capable d'aller analyser ces données et de comprendre le sens de la phrase. Voilà. Donc ça, c'était vraiment cet aspect SMS. Alors, ce que je voulais après vous présenter, c'était l'importance aussi d'impliquer les collaborateurs pour aller rechercher un taux de réponse qui va être encore plus important. Et là, on a un cas d'école qui est assez sympa, qu'on a mis en place avec la MNT, qui est la Mutuelle Nationale Territoriale, qui fait partie du groupe Vive, où en fait, ils ont des enquêtes post-appel. La personne, en fait, elle appelle au service client et on veut bien sûr savoir comment ça s'est passé, est-ce qu'elle est contente ou pas, parce que parfois, on l'a vu, le conseiller peut faire son travail, c'est-à-dire qu'il répond vraiment correctement. La personne, en fait, elle a souscrit à un niveau de contrat, puis voilà, la personne a fait son travail, il y a un niveau de contrat, un niveau de service qui est associé à cela, et voilà, vous avez tel remboursement ou telle méthode, et puis la personne peut être déçue de cette réponse, mais c'est pas forcément de la faute du conseiller ni la faute du client. Et ça, en fait, cet aspect ventre mou, où en fait, quelqu'un fait son travail, mais finalement, la personne est un peu frustrée. C'est le ventre mou souvent du NPS ou de l'enquête de satisfaction, des gens qui donnent une note moyenne. Bah ouais, j'ai eu tel remboursement ou j'ai tel niveau de prestation, mais bon, c'est moi qui ai fait une erreur ou c'est le contrat qui est pas génial, mais je suis mécontent et je sais que la prochaine fois, je ferai pas cette même erreur-là. Et si je dois donner mon avis après à mon employeur ou plus tard, je passerai à une autre marque parce que finalement, je suis pas satisfait ni très insatisfait. Je serais capable de changer. Et donc voilà, c'est pour ça qu'en fait, il faut aller capter ce ventre mouf et capter en fait ce feedback et demander en fait au conseiller d'aller récolter de l'information. Et donc là, systématiquement, après donc l'appel téléphonique, en fait, il me propose en fait une enquête post-appel. Alors il y a différentes manières. Soit en fait, on le fait dans la foulée d'appel téléphonique et à ce moment-là, on a une enquête au téléphone. On dit bonjour, vous avez eu un de nos conseillers précédemment. Est-ce que vous pourriez nous donner votre sentiment sur votre avis sur cette prestation, avec bien sûr encore un verbatim qu'on va pouvoir dire à l'oral et qui sera ensuite transcrit en texte et analysé par l'analyse sémantique, ou alors, dans le cas de la MNT, via une enquête de satisfaction un peu plus classique par email. Donc là, le but, c'était de se dire, on veut avoir plus de réponses et inciter les collaborateurs à dire aux clients, attendez, vous allez avoir une enquête de satisfaction juste après, prenez 5 minutes, ça nous aide en fait à nous améliorer dans la qualité de notre service. Et là, en fait, on voit bien que ça a tout de suite augmenté le taux de réponse aux enquêtes. Mais plus que ça, il fallait motiver les collaborateurs à faire ça. Et pour cela, en fait, on a mis un module Bravo qui met en place, qui a été mis en place, qui permet tout simplement aux clients, une fois qu'ils ont donné en fait la note, et en fait, ils vont pouvoir proposer et de manière volontaire cocher une petite case qui va permettre d'envoyer une félicitation à l'agence. C'est-à-dire que la personne dit voilà, j'étais très contente de mon intermédiaire. On peut dire est-ce que vous souhaitez féliciter l'agent? Elle coche la petite case et là elle peut modifier son commentaire en disant merci à Sophie qui a été très gentille pour faire ceci, cela. Et ça, on a vu que ça a un impact à la fois sur le taux de réponse, mais également la satisfaction et l'engagement des conseillers et des collaborateurs. Oui. Et ça, c'est un petit peu ce qu'on voit dans la slide d'après sur cet engagement-là. Et on voit en fait que il y a grosso modo 51% des personnes qui étaient éligibles, c'est-à-dire qu'on peut définir le taux en fait la note en fait sur laquelle en fait on déclenchera la possibilité d'envoyer une félicitation à l'agent. Là par exemple, je crois que c'était 4 ou 5 étoiles. Et en fait à ce moment-là, on voit que 51% des adhérents qui ont donné une note de 4 ou 5 étoiles, je ne sais plus exactement, ont laissé un avis, ont voulu en fait féliciter les collaborateurs. Et ça, c'est super valorisant parce qu'en fait, les gens voient véritablement l'efficacité de leur travail. Là, ici, on voit bien, il y a marqué « Merci pour votre accueil téléphonique et les renseignements fournis. J'ai cru déceler dans votre voix un petit rhume ou quelque chose de ce genre. Bon courage à vous. » Donc, bien amicalement. On voit ici, je vous suis très reconnaissante d'avoir été à mon écoute. Il faudrait plus de personnes comme vous. Merci pour votre gentillesse. Là, on n'est pas sur l'avis et l'enquête de satisfaction classique, générique, où on note l'entreprise. Là, vraiment, on valorise le travail du conseiller. Et là, actuellement, 100% des agents ont eu au moins une félicitation. Donc là, en fait, ça permet d'aller féliciter les gens
pour en fait, les agents, pour ensuite les féliciter, les engager à continuer dans cette voie-là et à proposer systématiquement l'enquête de ça. Voilà. Et Et donc je là, trouve, ça fait je me vraiment. permets de rebondir sur ce que tu dis, Frédéric, parce que je pense que au-delà d'aller récolter encore plus de taux de réponse aux enquêtes de satisfaction par la suite, parce qu'on a un engagement des collaborateurs, je pense que ça peut servir deux autres points stratégiques dans l'entreprise. Alors, il y a un premier point qui est la symétrie des attentions, parce que forcément, quand on essaye de traiter au mieux nos collaborateurs, et ben derrière, ça se ressent aussi dans la qualité du traitement que le collaborateur va avoir avec le client final. Et donc là, sur un enjeu de recrutement ou de fidélisation client, ça doit certainement se ressentir dans l'entreprise. Et il y a cette partie-là qui concerne beaucoup d'entreprises aujourd'hui, qui est le turnover. Il y a beaucoup de difficultés à recruter sur certains métiers et dans les centres de contact, ça fait partie des enjeux. Et aujourd'hui, de mettre en place ce type de module ou de compliments des clients vers les collaborateurs des centres de contact, ça peut faire le petit plus qui peut permettre à des collaborateurs de se sentir concernés, impliqués, d'avoir une forme de reconnaissance qui vient cette fois-ci pas forcément directement de l'entreprise, elle met juste à disposition un outil, mais qui vient directement du client. Et ça, c'est une belle forme de reconnaissance, un bravo, un merci. C'est quelque chose qui aide à passer une bonne journée quand on est dans un centre de contact et on reçoit pas toujours des belles choses, on reçoit pas toujours que des bons compliments, surtout quand c'est pour traiter des enjeux assurantiels, des problématiques dans la vie du quotidien. Donc, je pense que ça peut répondre au-delà d'une volonté d'aller chercher aussi plus de taux de réponse. Ça peut aller favoriser d'autres enjeux dans l'entreprise. Ah, tout à fait. Et c'est ce qu'on voit dans le slide juste après. On voit Mm, bien mm. il y a un aspect en fait avantage pour les collaborateurs parce que donc ils sont comme je disais, proactifs pour donner des réponses. Renforcement des côtés positifs, c'est-à-dire que lorsque un client vous dit ouais vous avez bien fait votre travail, bah, vous avez envie encore de le faire. Oui. Donc ça met en avant les bonnes pratiques. Et ce qui est intéressant, c'est que les collaborateurs y croient beaucoup plus. Parce que cette fois, comme tu l'as dit, c'est directement dans la foulée de l'appel, c'est envoyé, et en fait, il n'y a pas de filtre. C'est pas Mm, mm. l'entreprise qui sélectionne, c'est pas le Tout à manager qui fait. sélectionne, ce sont directement les clients finaux. Alors bien sûr, on peut décider de l'envoyer au niveau de l'équipe ou directement à l'agence, ça c'est du paramétrage, mais ça félicite, ça donne vraiment ça incite les gens à mieux faire leur travail. Donc ça augmente le taux de réponse aux enquêtes de satisfaction, ça hausse la satisfaction et l'engagement des collaborateurs, ça fait vraiment tache d'huile, parce qu'en fait les gens qui reçoivent un bravo disent ah regardez en réunion manager, regardez il y a tel truc qui a été content, regardez ça c'est vraiment génial, et ça permet aussi d'aller améliorer in fine la satisfaction des adhérents. Voilà. Et juste après, je vous ai mis quelques petites informations supplémentaires. Et là, en fait, c'était les réactions des agents et des superviseurs. Ce qui est intéressant, c'est qu'eux aussi, la MNT leur a demandé quel est votre avis. Et là, il y a Marc May, par exemple, Lilian, qui dit j'aime beaucoup l'idée de laisser la parole à nos adhérents. C'est très motivant de recevoir des options motivées, positives. Notre travail est jugé utile. Ou le conseiller qui dit je fais part de ma satisfaction auprès de mon manager. Ça m'aide à ressentir un peu plus la satisfaction des adhérents. C'est du concret. Le superviseur dit voilà, je soutiens à 100% cette initiative. Les conseillers sont ravis de recevoir des remerciements qui leur sont destinés personnellement. Pour résumer, c'est encourageant et gratifiant. Ou un autre superviseur qui dit c'est une excellente initiative pour nos conseillers. C'est un métier pas toujours facile, comme tu le disais, Pauline. Le fait de les remercier à eux en particulier est beaucoup plus gratifiant et met de l'utilité dans leur travail. Donc ça, c'est l'engagement collaborateur, c'est essentiel. Alors si on regarde quelques petites stats juste derrière, là on l'a prouvé puisque vous comme nous, voilà, on est très fan de chiffres et d'indicateurs. C'est important d'avoir et tu vois Christophe, il y a 57 réponses, donc on est bien dans la représentativité. Là, je pense avec 9 réponses pour les superviseurs, on est peut-être dans l'exhaustivité même du sondage. Et donc en fait, on voit bien que ici dans 68,4%, les collaborateurs disent voilà, les bravos qu'ils reçoivent des clients leur donne le sentiment d'être utile. Et ensuite, il leur donne de la motivation dans le traitement des appels. Pour les managers, on voit bien que dans 88,9%, le taux, le POC, enfin le module Bravo, est un outil qui leur permet de valoriser le travail des collaborateurs. Et en fait, c'est une source de motivation pour l'équipe. Donc on voit bien que ça les aide à motiver, c'est un outil d'engagement collaborateur, en plus d'avoir cet aspect remonté de la satisfaction des clients finaux. Alors, je crois que je vous ai mis encore une dernière petite information qui était en fait
est-ce que ça a vraiment servi au quotidien à mieux travailler avec son manager? Et là, en fait, on voit bien que c'est un véritable, maintenant, outil de management, un outil d'échange de discussion. Comme on le disait, c'est quelque chose qui est sans filtre, ça permet de valoriser son travail. Et là, en fait, on voit qu'il y a 54,4% des conseillers qui ont échangé avec les retours clients auprès de leur manager, chose qu'ils ne pouvaient pas faire auparavant. Ça permet de dire, tiens, regarde, tu vois, je passe peut-être un peu plus de temps au téléphone, mais les clients, ils apprécient bien. Regarde, j'ai fait tel effort. Ou là, tiens, regarde ici, il y avait un petit problème là-dessus. Moi, je l'ai résolu de telle manière, il faudrait que les autres le fassent. Donc ça permet vraiment de monter en fait en épingle le travail des conseillers. Et au niveau des managers, et ben en fait, dans 77,8% des cas, ben oui, ça les aide à manager leur commerce, leurs agents et leurs conseillers. Alors, tu fais bien ton travail. Et aussi pour bien sûr titiller un peu ceux qui sont un peu en retard en disant, bah, regarde ce qu'ils font les autres, regarde toi aussi. Donc c'est un moyen d'engager les équipes vers plus de qualité de service. Voilà, c'est ce que je voulais dire pour cette présentation. Merci Frédéric pour ce partage. Et puis c'est vrai que ça fait partie des petits outils, des petites choses qui sont pas encore très connues de la part peut-être des personnes qui regardent cette vidéo, qui sont néanmoins importantes, encore une fois, pour aller chercher ce fameux taux de réponse supérieur ou meilleur par rapport aux réponses aux enquêtes de satisfaction. Et donc, merci pour ce témoignage et puis tous les éléments qui ont été partagés avant. Pour le coup, ça fait partie, nous, de nos missions d'accompagnement, en plus d'avoir cet outil proposé par Eloquent. J'espère que vous avez réussi à trouver les petits tips, les petites bonnes pratiques supplémentaires pour vous mettre en action dès à présent, dès la fin de cette vidéo. Et puis, je ne sais pas si Christophe, Frédéric, vous voulez partager un dernier petit mot pour clôturer cette session. Alors moi je dirais passer à l'action, écouter ses clients, c'est essentiel. Et surtout, en fait, au-delà de les écouter, il faut les mettre en pratique. Parce que moi je vois beaucoup d'entreprises qui font de la mise en place de dispositifs d'écoute de satisfaction, mais la clé c'est de dire ok, j'ai ce feedback et je dois le transformer en valeur. Et c'est ça qui est le plus important. Dans beaucoup d'entreprises, on voit que la voix du client est écoutée, mais pas assez appliqué et les feedbacks pas assez mis en pratique dans l'entreprise. Il faut vraiment une décision forte de la direction ou de la responsable expérience client, relations clients, etc. pour passer en fait des feedbacks qui sont remontés vers des plans d'action concrets. Et je crois d'ailleurs que c'est la philosophie que vous avez vous à la maison du client. Frédéric, effectivement c'est l'ADN de notre entreprise, c'est-à-dire que faire des enquêtes pour des enquêtes, quelque part, ça ne nous intéresse pas. Par contre, faire des enquêtes pour aider à la décision, aider à faire grandir les collaborateurs et exploiter le retour client pour aller plus loin, pour construire une relation dans la durée, c'est notre ADN. Donc, merci Frédéric de cet éclairage. Merci Pauline de l'organisation de cet événement. Mais voilà, nous, on reste à votre service pour exploiter la donnée client et vous aider à prendre les bonnes décisions. Merci à tous les deux. Bonne journée. À très vite. Au revoir.